C'est déjà arrivé, ce genre de moment où l'estomac se noue et où l'on sait pertinemment que quelque chose cloche avant même que le cerveau ne puisse l'analyser? C'était moi. Le matin de Pâques l'année dernière, mon téléphone dans une main, encore à moitié endormi dans mon appartement à Lyon, avec la voix de ma mère à l'autre bout du film annonçant qu'on ne ferait pas le repas de Pâques cette année. Tout simplement annulé. Aucune explication. Pas de « désolé ». Pas de « peut-être le week-end prochain ». Juste, on ne le fait pas. Je me souviens avoir répondu « d'accord » comme un robot, parce que je ne savais pas comment réagir d'autre. Puis elle a raccroché « non, je t'aime. On se parle bientôt. J'ai un truc sur le feu. » Le silence. J'ai fixé mon téléphone une seconde, le temps de traiter l'information. Puis je l'ai jeté sur le comptoir en essayant de ne pas paniquer. À ce stade, j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, mais j'y viendrai. Je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans aujourd'hui, 28 quand c'est arrivé. J'ai toujours été le calme de la famille. Pas timide, juste facile à vivre. Le genre de gamin qui n'avait besoin de rien, qui n'avait jamais d'ennui et ne haussait jamais la voix, ce qui explique probablement pourquoi je suis devenue invisible. J'ai une sœur aînée, Camille, et un frère cadet, Lucas. Camille est l'enfant prodige. Bruyante, confiante, pleine d'opinion, la préférée de tous. Elle s'est mariée à 24 ans avec un type que mes parents adorent et a eu 2 enfants à 27 ans. Ma mère a littéralement des photos encadrées de sa « gender reveal » sur le mur comme si c'était la scène. Lucas, c'est le bébé, il joue de la guitare, fait du crossfit, sort avec des profs de yoga, le genre de mec qui poste des citations de motivation sur Instagram à 6 heures du matin et qui vit vraiment selon ses principes. Mes parents se vantent de lui auprès de leurs amis comme s'il était une page LinkedIn vivante. Je les aime tous les deux, mais en grandissant, j'ai toujours eu l'impression qu'ils jouaient à un jeu différent. Un jeu où les règles ne s'appliquaient pas à moi. J'ai quitté la maison à 18 ans pour mes études, puis je suis restée loin. J'ai décroché un boulot correct en informatique, rien de flashy, juste stable, un appartement calme, des factures peu élevées, une vie paisible. Je revenais pour les anniversaires, les fêtes, les trucs habituels. Je ne créais jamais de drame. Je ne demandais jamais rien. Si je manquais un appel, je rappelais toujours. Si je recevais une carte par la poste, je disais merci. J'essayais, mais lentement, doucement, l'espace entre nous s'est étiré comme un vieil élastique. Rien n'a craqué exactement, mais ça s'est affiné. J'ai commencé à être oubliée dans les conversations de groupe sur WhatsApp. Ma carte d'anniversaire a commencé à arriver avec une semaine de retard. Une fois, ils ont organisé un week-end à la mer et je l'ai découvert sur l'Instagram de Camille. Ça a fait plus mal que je ne l'ai laissé paraître. Pourtant, je venais quand j'étais invitée. J'apportais toujours du vin, je demandais des nouvelles des enfants et je riais aux blagues nulles de papa. J'essayais encore. Ce qui me ramène à Pâques. Pâques, c'était notre truc. En grandissant, ma mère en faisait une véritable production, brunch, gigot d'agneau, chasse aux œufs, même quand on était trop vieux. Serviette pastel, son fameux gâteau maison, la totale. Même quand j'ai déménagé, elle a insisté pour garder la tradition. C'était devenu la seule fête où nous revenions tous. Pas d'excuses. Je conduisais la veille au soir, je m'écrasais dans la vieille chambre d'amis, je l'aidais à préparer le matin pendant qu'elle buvait son café et me racontait quel voisin avait divorcé. Ce n'était pas parfait, mais c'était à nous. Alors quand elle a appelé pour annuler de nulle part, sans report, sans raison, juste un « on ne le fait pas cette année » catégorique, c'était bizarre. Vraiment bizarre. J'ai essayé de passer outre. Peut-être que quelqu'un était malade. Peut-être qu'ils avaient décidé de partir en voyage. Peut-être que maman était juste débordée. Je me suis versé des céréales, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai essayé de traiter cette journée comme n'importe quel autre dimanche. Mais quelque chose me rongeait. Le timing, le ton, la façon dont elle l'avait dit, comme si elle lisait une réplique en laquelle elle ne croyait pas. Puis, 3 heures plus tard, c'est arrivé. Mon téléphone a vibré. Maman. L'écran disait « pas de SMS, juste un appel ».
J'ai répondu, confus. Allô? Rien. Puis je l'ai entendu. Les sons étouffés d'une pièce pleine de monde, le cliquetis des fourchettes, les rires, les chaises qui glissent, et puis, clair comme de l'eau de roche, la voix de papa avec ce ton légèrement théâtral qu'il utilisait toujours pour porter un toast devant les autres. Merci pour ce repas, cette famille, ce jour de célébration. Je ne respirais plus. Je ne bougeais plus. Je restais juste là, le téléphone collé à l'oreille, paralysé. Quelques secondes de plus passèrent. J'entendis le rire de Camille. Lucas disant quelque chose à propos des œufs mimosa. Ma mère disant à quelqu'un de passer le pain. Et puis, comme si le destin remuait le couteau dans la plaie, quelqu'un a demandé, Thomas a dit qu'il ne venait pas. Ma mère a répondu, d'un ton décontracté, oh, il fait ses propres trucs cette année. Il a dit qu'il était occupé. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Ma bouche avait un goût de métal. Je suis restée debout dans ma cuisine silencieuse, fixant le mur, le cœur battant dans mes oreilles. C'est à ce moment-là que tout s'est fissuré. Et je ne vous ai même pas encore raconté ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là, en tout cas. J'aimerais pouvoir dire que j'étais surpris, mais la vérité, c'est que cela ressemblait à quelque chose que j'avais toujours su et que je n'avais jamais voulu admettre. Je suis restée dans cette cuisine pendant ce qui a dû être 5 bonnes minutes. Mes céréales devenaient de la bouillie sur le comptoir, le téléphone toujours dans ma main, le journal d'appel ouvert comme si ça pouvait changer. Peut-être que j'avais mal entendu. Peut-être que ce n'était pas le repas de Pâques. Peut-être que c'était un enregistrement ou un bug de l'année dernière. Mais je savais mieux que ça. Je savais ce que j'avais entendu. Les heures suivantes furent floues. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je me suis juste assis sur mon canapé, le téléphone retourné sur la table basse, fixant l'écran noir de la télé. Ce genre de silence pèse plus lourd que la colère. Comme un deuil, presque le deuil de quelque chose que vous n'aviez pas réalisé avoir perdu jusqu'à ce que vous soyez déjà en train de le pleurer. Je n'avais pas seulement été exclue du repas de Pâques. J'avais été coupée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un SMS de Camille. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de Pâques. Cœur rouge. Juste ça. Aucune mention de mon absence. Aucune reconnaissance de l'appel de maman. C'était tellement faux que j'en ai eu la chair de poule. Je n'ai pas répondu. Le jour suivant l'appel de maman, j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Son message était bref. Coucou mon chéri. Je voulais juste prendre des nouvelles. J'espère que ton dimanche était relaxant. Appelle-moi quand tu peux. Comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas menti. Comme si je n'avais pas entendu le toast, les rires et le cliquetis des fourchettes pendant que j'étais assis seul dans un T2 à manger des céréales rassis. Je n'ai pas rappelé. Pendant la semaine suivante, j'ai fait le mort. Je ne les ai pas bloqués. J'ai juste arrêté d'initier quoi que ce soit. Pas de conversation de groupe, pas d'appel du week-end, rien. Et devinez quoi? Personne n'a relancé. Pas avant un mois plus tard, quand Camille a appelé et a commencé par « Alors, t'es genre fâché contre maman ou quoi ?» J'ai marqué une pause. « Pourquoi tu dis ça ?» Ben, dit-elle, tu agis un peu bizarrement. Bizarrement? Ouais, genre distant. Elle s'inquiète pour toi. J'ai ri. Un rire amer, silencieux. Elle m'a appelé par erreur, Camille. Camille n'a rien dit. J'ai tout entendu. Le dîner, le toast, la partie où elle a dit à tout le monde que j'avais dit que j'étais occupée. Plus de silence, puis doucement, je ne pense pas que c'était censé être méchant, Thomas. On ne voulait pas te surcharger. Oh, arrête. Elle a soupiré et je pouvais pratiquement l'entendre enfiler sa voix de « Je suis la raisonnable ». C'était juste un petit truc. Lucas a amené sa copine et les enfants étaient là et on s'est dit que tu préférerais qu'on te mente. J'ai craqué. Je me fous que vous ayez fait un dîner. Ce qui me gêne, c'est qu'elle m'ait dit qu'il n'y en avait pas. Ce qui me gêne,
c'est que personne n'a pensé que ça valait la peine de m'expliquer jusqu'à ce que je le découvre par accident. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai raccroché. C'était horrible. C'était aussi juste. C'était la première fois que je raccrochais au nez de quelqu'un de ma famille. Et pourtant, personne ne s'est excusé. Personne n'a rappelé. Ils ont juste continué comme si j'étais le problème. Comme si je surréagissais, comme si c'était moi qui avais rendu Pâques gênant. Quelques semaines ont passé. Puis mon anniversaire est arrivé, le 15 juin. J'ai attendu toute la journée. Camille a envoyé un SMS vers 22 heures. Joyeux anniversaire. J'espère que c'était cool. Emoji gâteau. Et c'était tout. Rien de maman, rien de papa, pas d'appel, pas de carte, pas même un stupide post Facebook. Et ça m'a frappé, net et soudain, que ce n'était pas une phase bizarre. C'était la nouvelle norme. J'avais été rétrogradée. Silencieusement reléguée au rang de famille éloignée. Pas digne d'un dîner. Pas digne d'un appel. Je n'ai plus repris contact. Pas une seule fois. L'été s'est traîné. Je l'ai passé à travailler, à lire, à essayer de faire semblant que j'allais bien. Mais la vérité, c'est que non. J'avais toujours été calme, certes, mais maintenant je me sentais effacée. Et ce qui me bousillait vraiment, c'était le souvenir de toutes les fois où j'avais été là. Toutes les fois où je m'étais pliée en quatre pour venir, même quand c'était gênant. Comme la fois où j'avais conduit 6 heures après le travail pour être au barbecue d'anniversaire de Lucas, ou quand j'avais dépensé ma prime pour acheter aux enfants de Camille cette Lego ridiculement chère qu'ils voulaient. J'étais toujours celui qui faisait l'effort. Apparemment, ce n'était pas suffisant. En août, j'ai quitté le groupe WhatsApp de la famille. Personne n'a remarqué. Puis vint le mariage. Celui de Lucas. Je l'ai appris via Facebook. Un jour, j'ai ouvert l'application et j'ai vu une photo de Lucas en smoking. Camille en robe de demoiselle d'honneur. Maman et papa debout près de l'autel souriant comme dans une pub pour dentifrice. La légende disait tout, le plus beau jour de notre vie. Cœur rouge. Lucas et Manon. Je l'ai fixé longtemps. Pas d'invitation, pas de préavis, pas même un « et », au fait, rien. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est durci. Je n'ai pas ragé, je n'ai pas crié, je me suis juste figée. J'ai fixé cette photo et j'ai senti tout se mettre en place. Il ne m'oubliait pas simplement. Il me retirait délibérément, proprement, comme si je n'avais jamais existé. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. Pas parce que je voulais y aller, mais parce qu'il ne m'avait même pas considéré. Le mariage était un samedi. Le lundi suivant, je suis allée à mon box de stockage. J'ai sorti quelques vieux cartons, des albums photos, des cartes, des cadeaux, des trucs de mon enfance. Je suis restée assise là 1 heure à tout passer en revue. Chaque vieux dessin, chaque carte d'anniversaire qui disait « Je t'aime pour toujours », chaque photo d'école qu'ils avaient gardée pendant des années. J'ai essayé de me souvenir de quand ça avait commencé à s'estomper, quand j'étais devenue une note de bas de page. Mais il n'y avait pas eu un moment unique. Juste une longue et lente érosion, un tour de disparition à l'envers. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger une lettre. Pas une lettre de colère, pas amère, juste honnête. J'ai tout écrit. Pâques, le message vocal, le mariage, le silence. Je ne me suis pas retenue. Je leur ai dit à quel point ils m'avaient fait me sentir petit. À quel point j'étais jetable. Je ne leur ai pas demandé de changer. J'ai juste dit la vérité. Puis je l'ai effacé parce que j'ai réalisé que s'ils s'en souciaient, je n'aurais pas besoin d'expliquer tout ça. Septembre est arrivé. Puis octobre. Puis la goutte d'eau finale est tombée, et ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était à la Toussaint. J'ai reçu un SMS de maman. Coucou, j'espère que tu vas bien. On fait un truc tout petit cette année pour le 1er novembre. C'est Camille qui reçoit. Ne te sens pas obligé de venir. Je voulais juste te prévenir. Cœur rouge.
C'était tout. Pas d'invitation. Pas de « on veut que tu sois là ». Pas de mention du mariage. Pas d'excuse. Juste une autre exclusion décontractée enveloppée dans un faux rameau d'olivier. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert Facebook et j'ai regardé les publications défiler le jour férié. Photo de la table. Les enfants de Camille qui sourient. Lucas avec une bière. Papa découpant le rôti. Maman avec ce sourire qu'elle réservait toujours aux invités. Et en arrière-plan, à peine visible, il y avait une place à table avec un porte-nom plié. Pour le chien de Camille. Pour Scout. C'était le point de rupture. C'était le moment où j'ai réalisé que je n'étais pas juste oubliée. J'avais été remplacée. Et ce n'était pas par une autre personne. C'était par un golden retriever nommé Scout. Et ça, mes amis, c'était le moment où j'ai arrêté de faire mon deuil et où j'ai commencé à planifier. Je n'ai rien dit à personne après la Toussaint. Pas un SMS, pas un appel. J'ai supprimé les photos. J'ai archivé tous les fils de discussion avec ma famille. J'ai même mis le compte Instagram de Camille en sourdine. Cette partie a fait plus mal que je ne veux l'admettre. Ces posts avaient toujours été ma petite fenêtre sur la famille dont je ne faisais pas partie. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que les regarder vivre leur vie sans moi, c'était juste s'infliger des coupures de papier volontaires. Et je me vidais de mon sang en silence. Les jours d'après semblaient creux. Il y a une certaine forme de deuil dont personne ne parle. Celle où la personne que vous pleurez est toujours en vie, sourit toujours, ouvre toujours la porte quand quelqu'un d'autre sonne, alors qu'ils choisissent juste de ne pas répondre pour vous. C'est ce que je vivais. Je n'étais pas le fils qui est mort. J'étais celui qui était devenu gênant. J'ai continué à faire les mouvements, pourtant. Réveil, café, boulot, manger un truc surgelé, dormir, répéter. Mais tout était gris, assourdi, comme si la vie se passait de l'autre côté d'une vitre et que j'étais coincé à regarder de l'intérieur. Je n'avais pas remarqué à quel point j'avais glissé jusqu'à un soir de décembre. J'étais dans la salle de pause au travail, tard encore une fois, faisant défiler mon téléphone pendant que mon plat au micro-ondes ronronnait derrière moi. J'avais ouvert LinkedIn, de toutes choses, juste par ennui, et il y avait un post de Lucas. Reconnaissant de commencer un nouveau rôle en tant que responsable marketing senior. Béni au-delà de toute mesure. Des dizaines de commentaires. Ma mère avait écrit, si fière de toi. Cœur bleu juste en dessous. J'ai juste fixé l'écran, le pouce en suspens. J'étais dans la même boîte d'informatique depuis 6 ans. J'avais eu 2 promotions. Conçu un système de billetterie interne complet qu'ils utilisaient encore. Je ne les avais jamais vus commenter une seule fois ce que j'avais accompli. Bon sang, je n'étais même pas sûr qu'ils savaient ce que je faisais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais ce soir-là, après que mes tristes lasagnes eurent bipé, je suis retourné à mon bureau et j'ai mis à jour mon propre profil. J'ai changé la bio, ajouté les certifications que j'avais laissé prendre la poussière, mis à jour ma photo, et quand j'ai fini, j'ai regardé l'écran et pensé, c'est tout ce que j'ai, alors peut-être qu'il est temps que ça suffise. C'était la première étincelle. La suivante est venue une semaine plus tard quand mon propriétaire a envoyé le renouvellement du bail. Le loyer augmentait de 200 €. J'ai fixé l'email et au lieu de soupirer comme d'habitude, j'ai ouvert Se Loger, juste par curiosité. J'ai cliqué un peu partout, vu un appartement T2 à environ 20 minutes, crédit moins cher que mon loyer, meilleure vue, petit balcon. Je l'ai mis en favori. C'était tout. Mais quelque chose en moi a bougé à nouveau. En janvier, j'ai commencé à aller à la salle de sport, discrètement. Pas de post, pas de selfies, juste 30 minutes après le travail, tapis de course, pipois. Je n'ai rien dit à personne, pas même à mon collègue Julien, à qui je parle habituellement de ce genre de truc. Je ne voulais pas que le monde me regarde essayer de me reconstruire. Je voulais le faire en paix. J'ai commencé à cuisiner davantage aussi. Pas façon influenceur, juste de vrais repas. Poulet sauté au citron et au thym. Ça semblait stupide au début, cuisiner pour un seul, mais c'était aussi ancrant.
Le grésillement de l'ail et de l'huile, la vapeur quand on soulève le couvercle. Pour une fois, je ne me précipitais pas pour dîner afin de retourner travailler. J'étais présent. C'était nouveau. La thérapie est venue ensuite. Je m'étais toujours dit que je n'en avais pas besoin, que j'allais bien. Mais un soir de février, après être rentré à pied dans le vent glacial avec les sacs de course qui me sciaient les mains, je me suis assis sur mon lit et j'ai juste craqué. Les larmes sont sorties de nulle part. Des sanglots laids qui prennent tout le corps. Le genre où la poitrine se bloque et où on ne reconnaît même pas les sons qu'on fait. Je n'ai appelé personne. J'ai juste cherché « psychologue » sur Google dans mon quartier et envoyé un email. Elle s'appelait Mathilde. Voix douce, pas de baratin. Elle ne hochait pas trop la tête et ne me demandait pas ce que ça me faisait ressentir sur ce ton condescendant que je craignais toujours. Elle écoutait juste, et lentement, j'ai commencé à parler de la famille, du dîner, du mariage, du silence. Je m'attendais à ce qu'elle analyse tout ça, mais surtout, elle me renvoyait les choses, tenait un miroir. Vous ne les avez pas perdus, a-t-elle dit une fois. On ne vous a jamais permis de faire pleinement partie d'eux. Ça m'est resté en travers de la gorge pendant des jours. En mars, les choses avaient changé. Je n'étais pas exactement heureux, mais je n'étais plus brisé. Je construisais. Et le plus étrange, personne ne l'a remarqué. Je n'ai pas posté de photos de transformation. Je n'ai pas perdu 15 kilos ni changé de garde-robe. Je portais toujours le même sweat à capuche au travail. Je buvais toujours le même café médiocre, mais moi je le remarquais, et c'était suffisant. Puis quelque chose est arrivé que je n'attendais pas. Un matin, je me suis réveillée avec un appel manqué de papa. Pas de message vocal, juste le journal. 7h32. Je l'ai fixé un moment. Une partie de moi voulait rappeler juste par habitude, mais une autre partie, plus forte maintenant, m'a arrêté. Si c'était important, il réessayerait. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, une semaine plus tard, j'ai reçu un email groupé de Camille. Objet, brunch de famille. On s'organise. J'ai failli rire. Le corps du message était du pur Camille. Enjoué, surponctué, plein de points d'exclamation. Coucou la famille. Emoji sourire avec cœur. Je me disais qu'on devrait tous se réunir pour un brunch de printemps décontracté. Juste un truc léger chez moi. Mimosa, quiche. La totale. Le 9 avril. Dites-moi si vous pouvez venir. Cœur rouge. Cœur rouge. Cœur rouge. En dessous se trouvaient les réponses de maman, papa, Lucas. Même la femme de Lucas a répondu. Personne ne m'a mentionné, mais j'étais dans la boucle. Comme une pensée après coup, comme si quelqu'un avait copié depuis un vieux carnet d'adresses. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai créé un filtre dans Gmail. Tout message de Camille ou de mes parents allait dans un dossier appelé bruit. Je le vérifiais peut-être une fois par semaine juste pour être sûr que personne n'était mort ou quoi que ce soit, mais sinon il restait fermé. Le printemps est passé. J'ai acheté l'appartement, emménagé un jeudi pluvieux de mai. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Mur blanc, grande fenêtre, parquet qui craquait juste assez pour sembler réel. J'ai acheté une plante, puis une autre. J'ai commencé à apprendre comment les garder en vie. Ça semblait étrangement symbolique. J'ai commencé à me promener davantage. Je me suis lié d'amitié avec le gars du dessous qui avait un big nommé Milo. J'ai recommencé à lire. Je suis allé à une soirée quiz. J'ai perdu misérablement. J'ai ri quand même. Quelque part en chemin, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Pâques depuis des semaines. C'était énorme. Je n'étais plus en colère, mais je n'avais pas oublié. Je me souvenais toujours de l'appel de poche. Je me souvenais toujours de la photo de la Toussaint avec le porte-nom de scout. Je me souvenais toujours du faux texto d'anniversaire de Camille. Mais maintenant, au lieu de laisser ces choses m'écraser, je les utilisais comme carburant. Pas pour la vengeance. Pas encore, mais pour la clarté. Parce que voici le truc que personne ne vous dit,
Quand vous arrêtez de courir après des gens qui s'en fichent, vous avez de l'espace pour trouver ceux qui s'en soucient. Et je commençais à faire ça lentement, calmement, selon mes propres conditions. Et puis, juste au moment où la douleur s'estompait en quelque chose de tolérable, j'ai reçu l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit avec l'écriture cursive inratable de ma mère. À l'intérieur, une invitation pour célébrer le 35e anniversaire de Camille. Soirée chic au jardin, imprimée sur du papier cartonné épais crème avec des lettres dorées. En bas, en petits caractères, tenue de soirée, adulte seulement. Pas de notes, pas de message, juste l'invitation. C'était la première fois qu'il m'incluait dans quoi que ce soit depuis près d'1 an. Et ce n'était pas une offre de paix. C'était une performance. Et c'est là que ça m'a frappé. Il ne voulait pas de moi. Il voulait que mon absence ne les fasse pas mal voir. Il voulait l'illusion de l'unité, une famille, mais pas la réalité. Et j'ai enfin su quoi faire. Pas juste pour moi, mais pour m'assurer qu'ils comprennent. Je n'étais plus le fils oublié. J'étais celui qui se souvenait de tout. Et je n'allais pas laisser passer ça. Pas cette fois. J'ai remis l'invitation dans son enveloppe, en faisant attention à ne pas plier les bords, et je l'ai posée sur le comptoir à côté d'une tasse de café noir à moitié vide et d'une facture d'eau en retard. La lumière du soleil venant du balcon a frappé les lettres dorées juste comme il fallait. Soirée chic au jardin, comme si ça se moquait de moi. Je l'ai fixé longtemps. Pas en colère, pas triste, juste éveillé. Il y a un moment après une longue période d'indifférence où l'on cesse d'espérer être vu pour commencer à calculer ce qui se passerait si on l'était. C'était là où j'en étais. Je n'avais aucune illusion sur l'invitation. Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était de la gestion d'image. Les fêtes de Camille étaient toujours de grosses productions, décorations dignes de Pinterest, traiteur pour tout, et au moins 3 toiles de fond différentes pour Instagram. Elle avait besoin que chaque siège soit occupé, même celui étiqueté « brebis galeuse ». Mais ils avaient fait une erreur de calcul. Ils pensaient que j'étais encore la version de moi qui viendrait, discrètement, mangerait du gâteau, ferait la conversation et sourirait malgré la douleur dans la poitrine. Ils n'avaient pas encore rencontré cette version. Celle qui avait commencé une thérapie. Celle qui avait appris à poser des limites. Celle qui se souvenait d'avoir été effacée et n'avait aucune intention de le rester. J'ai vidé le café, ouvert mon ordinateur portable et commencé mes recherches. Pas par mesquinerie, pas encore, mais parce que j'avais besoin de comprendre le jeu avant de renverser le plateau. Et plus je regardais, plus je voyais des fissures que je n'avais pas remarquées avant. La vie parfaite de Camille, pas aussi polie sous la surface. Son mari, Julien, travaillait pour une entreprise technologique de taille moyenne en ville. Je me souvenais qu'il avait mentionné une fois qu'il détestait ça là-bas, que le patron était un cauchemar de micromanagement. Je l'ai trouvé sur LinkedIn et après quelques clics, j'ai découvert qu'il avait été écarté pour une promotion en décembre. Intéressant. Lucas? Il avait navigué entre les jobs depuis le mariage. Son titre de responsable marketing senior était techniquement exact, mais l'entreprise était une minuscule start-up tenant à peine par un fil. Leur site web avait une seule page d'accueil et une section « Bientôt disponible » qui était « Bientôt » depuis près de 2 ans. J'ai trouvé un avis sur Glassdoor d'un ancien employé mécontent qui se lisait comme un avertissement de danger. Apparemment, la boîte tenait avec du scotch et du café. Et mes parents, toujours dans la même maison, même quartier, même routine. Mais en fouillant dans les registres publics, ne me jugez pas, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Une deuxième hypothèque contractée au printemps dernier, à l'époque de Pâques, à l'époque où il m'avait dit que le dîner était annulé. Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, mais je commençais à voir la forme des choses. Ils avaient besoin de l'illusion d'une famille parfaite maintenant plus que jamais, ce qui rendait leur traitement envers moi non seulement cruel, mais stratégique. Ils m'avaient coupé parce que je ne correspondais pas à l'image. Et maintenant ils voulaient me rebrancher comme une lampe décorative. Eh bien, je pouvais être décoratif, juste pas de la manière qu'ils attendaient. Le lendemain, j'ai appelé Mathilde, ma psy, et je lui ai dit que j'étais prêt à les affronter. Elle n'a pas essayé de m'en dissuader. Au lieu de cela,
Elle a posé une question, quel résultat voulez-vous? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que la vérité, c'est que je ne voulais pas de réconciliation. Je voulais une reconnaissance. Je voulais tenir un miroir et leur faire voir ce qu'ils avaient fait. Pas juste à moi, mais à nous, la famille que nous étions, la version de moi qu'ils avaient décidé ne pas valoir la peine. Et je voulais qu'ils regrettent ce choix. Mais pour faire ça, je devais être intelligent. Alors, j'ai commencé à planifier. D'abord, j'ai répondu oui pour la soirée. Simple SMS à Camille. Pas d'émoji. Elle a répondu en moins d'une minute. Yay! Trop contente que tu puisses venir. Visage souriant avec les yeux rieurs. Ça va être génial. Tenue de soirée? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à préparer le terrain. La première étape était le cadeau. Pas pour Camille, pour Julien. Je savais via LinkedIn que son entreprise organisait un événement de réseautage la semaine même de la fête. C'était un truc industriel discret dans un hôtel du centre-ville. Alors, j'ai acheté un billet, pas en tant que moi, mais en tant que consultant freelance UI UX sous un faux email et un vrai statut d'auto-entrepreneur. Je me suis inscrit juste pour ça. Ça m'a coûté 79 € et 1 heure de paperasse. À l'événement, j'ai fait la conversation, posé des questions, pris des notes. Puis j'ai trouvé Julien et entamé une conversation sur le langage de design et les flux d'intégration. Il était poli, bien qu'un peu sur ses gardes. Je suis restée vague. J'ai dit que je cherchais à m'associer avec une équipe comme la sienne. Je n'ai pas trop insisté, mais je me suis assurée qu'il se souvienne de moi. J'ai fait un suivi avec un message LinkedIn le lendemain. Super échange. J'espère que ton équipe décrochera cette augmentation de budget pour le Q3. Il a répondu. Toi aussi. Toujours bon de faire de nouvelles connexions. Graines plantées. Ensuite sont venues les photos. J'ai engagé un photographe local que j'ai trouvé par un ami, un gars nommé Kyle, spécialisé dans le reportage événementiel sur le vif. Je lui ai dit que j'avais besoin de clichés d'une fête de famille. Je lui ai dit que la dynamique serait bizarre. Je lui ai dit de tout capturer. Pas seulement les sourires posés, mais les regards en coin, les silences, le vrai truc. Il a accepté, et j'ai payé la moitié d'avance. La dernière étape était la tenue, pas un simple costume, pas du business casual. J'ai opté pour un 3 pièces complet, laine bleu marine, revers en pointe, pochette, une montre que je n'avais pas portée depuis la fac. Je l'ai fait retoucher, j'ai ciré mes chaussures, je me suis entraînée à me tenir droit dans le miroir comme quelqu'un qui avait sa place dans chaque pièce où il entrait. Et puis le jour de la fête, je suis arrivée exactement 10 minutes en retard, pas trop tôt pour avoir l'air impatient, pas trop tard pour paraître irrespectueux. La rue devant la maison était pleine de voitures, des ballons attachés aux rampes du porche, des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus du jardin. Je pouvais entendre la musique jouer doucement, la playlist habituelle de Camille faite de reprises acoustiques et de pop indé. C'était très soigné. J'ai passé le portail latéral et je suis entrée dans le jardin comme si j'étais chez moi, parce que je l'étais. Des têtes se sont tournées. Les conversations se sont arrêtées. Camille m'a vu la première. Son visage s'est illuminé. Trop brillant. Trop répété. Thomas, tu es venu. J'ai souri. Je n'aurais pas raté ça. Maman est venue ensuite. Elle avait l'air surprise comme si elle n'avait pas vraiment cru que je viendrais. Puis vint papa. Un hochement de tête. Une tape dans le dos. C'est tout. Personne n'a mentionné l'année de silence. Personne n'a mentionné Pâques, ni le mariage, ni la Toussaint. Ce n'était que de faux sourires et des bavardages de surface. Je n'ai pas insisté. Pas encore. J'ai juste socialisé, demandé des nouvelles des enfants, complimenté les décorations, mangé une minuscule brochette tomate mozza sur un plateau, je les ai tous laissés croire que je jouais le jeu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Kyle prenait déjà des photos, il se fondait dans la foule, portant un polo et un appareil photo hybride qui avait l'air assez décontracté. Chaque fois que quelqu'un m'ignorait,
chaque fois que maman regardait à travers moi, chaque fois que Camille m'interrompait, il capturait tout. Plus tard dans la soirée, Camille a rassemblé tout le monde près de la terrasse pour un toast. Je me tenais au bord, verre à la main, regardant le petit tableau de ma famille rayonnant sous les guirlandes lumineuses. Puis Camille m'a repéré et a dit « Thomas, tu veux dire quelque chose ?» C'était nouveau. Je n'ai pas bronché. Je me suis avancé lentement, j'ai souri et j'ai levé mon verre. Vers Camille, j'ai dit « à Camille ». Et à la famille, peu importe comment on la définit. Il y eut une pause, des rires polis, mais certains se sont regardés, confus. Julien avait l'air de faire des calculs mentaux. J'ai bu une gorgée et puis j'ai disparu dans la foule à nouveau. 30 minutes plus tard, j'étais parti. Je n'ai pas dit au revoir, je n'ai pas expliqué, je suis juste parti. Le lendemain matin, j'ai envoyé son paiement à Kyle et je lui ai dit exactement comment je voulais que les photos soient éditées. Lumière douce, ton sourd, vraies émotions, pas de filtre. Puis j'ai téléchargé les meilleurs dans un album privé et j'ai envoyé un seul email à la chaîne familiale. Objet, merci pour cette belle soirée. Corps du message, juste le lien, pas de message, pas de contexte, juste la vérité capturée en pixels. Parce que parfois, on n'a pas besoin de crier. On a juste besoin de montrer aux gens qui ils sont quand ils pensent que personne ne regarde. Et ce n'était que le début. Je n'ai pas vérifié le lien des photos pendant 2 jours. Je voulais que ça respire. Laisser le silence faire le gros du travail. Quand j'ai finalement ouvert l'album, j'ai vu exactement ce que j'espérais. Les images étaient belles d'une manière que seule la vérité peut l'être. Il y avait des visages souriants, oui, mais ils étaient posés, performatifs, et en contraste, Kyle avait glissé dans les fissures silencieuses entre les moments. Les regards, les gestes dédaigneux, une série parfaite, cadrée comme de l'art. Camille riant avec une coupe de champagne, au milieu d'un roulement d'yeux, le dos tourné vers moi alors que je me tenais à quelques mètres, oublié. Ma mère tenant scout comme un bébé en gazouillant pendant que je me tenais à proximité avec mon verre intact, à moitié hors du cadre. Lucas décrivant avec animation quelque chose à un groupe tandis que j'étais assis à une table de coin, seul, partiellement dans l'ombre de la pergola. Et le cliché final, intentionnel je l'ai appris plus tard, était un plan large de tout le jardin. Tout le monde souriant, bras levés pour un toast, et moi flou au premier plan, m'éloignant, de dos, costume impeccable et posture indifférente. Ça n'accusait personne. Ça ne criait pas. Ça montrait simplement, et c'était suffisant. Les retombées ne sont pas arrivées d'un coup. C'est venu par vagues lentes. La première fut le SMS de Camille. Et, pas sûr que tu voulais poster ces photos. Certaines ne sont genre pas flatteuses. Pas d'émoji cette fois. Je n'ai pas répondu. Puis vint l'email groupé de papa essayant de jouer le pacificateur. La famille devrait se concentrer sur les bons moments, pas s'attarder sur des photos bizarres. Essayons tous d'avancer, d'accord ? Je l'ai archivé sans l'ouvrir. Puis un message privé de Julien. Écoute mec, je sais que c'est bizarre avec ta famille, mais je ne veux vraiment pas que ça affecte ma position au boulot. Quelqu'un de cet événement de réseautage a vu l'album et a posé des questions. Et voilà. J'ai senti les fissures. Voyez-vous, j'avais discrètement partagé l'album photo avec 3 des contacts de l'industrie que j'avais rencontrés à cet événement. L'un d'eux travaillait au RH dans l'entreprise de Julien. L'album n'était pas étiqueté « Vengeance » ou quoi que ce soit de dramatique. Il était intitulé « Soirée au jardin de Camille Moment sans filtre ». C'était suffisant pour susciter la curiosité et les gens parlent. L'image polie de Julien engendre idéal avec la famille saine. Soudain, elle avait des taches, de minuscules taches. Mais dans ce monde-là, la perception est une monnaie. Les murmures ont commencé. Il n'a pas perdu son job, mais il n'a pas obtenu le compte du nouveau client pour lequel il faisait du lobbying non plus. Son nom a glissé doucement hors de la liste interne des promotions rapides. Je n'ai même pas eu besoin de lever le petit doigt. C'était la phase 1. La phase 2 était maman. Elle a appelé 2 fois. Pas de message la première fois. La deuxième, elle a craqué.
Sa voix tremblait. Thomas, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Cet album, ça nous donne l'air froid. Ce n'est pas juste. On t'aime. On t'a toujours aimé. Mais voilà le truc. L'amour sans action n'est pas de l'amour. C'est de la nostalgie. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, je lui ai envoyé quelque chose par la poste. Une petite enveloppe avec une seule photo à l'intérieur. Une que Kyle avait prise et que même moi je n'attendais pas. C'était elle au milieu des rires, entourée de Camille, Lucas et les petits-enfants. Je me tenais derrière elle, légèrement floue, mais juste assez près pour être vue. Mes yeux fixés sur son dos. En dessous, j'avais écrit 5 mots, c'est ce que ça faisait. Elle n'a plus rappelé. La troisième et dernière phase était le testament, pas le leur. Le mien. J'ai rencontré un notaire fin juin après avoir déménagé les dernières de mes affaires dans le nouvel appart. Nous étions assis dans une pièce au mur beige et au mauvais éclairage pendant que je détaillais tout ce que je voulais. Je n'avais ni épouse, ni enfant, ni frère et sœur dignes de confiance. Alors, je me suis assuré que chaque centime de mes actifs, économies et investissements soit placé dans une assurance vie avec une clause détaillée désignant un bénéficiaire spécifique, excluant de fait ma famille de cet argent s'il m'arrivait quelque chose. J'ai mis en place une bourse d'études à mon nom pour les gamins qui avaient été éloignés de leur famille à cause de la négligence émotionnelle. Quand les papiers furent finalisés, j'ai envoyé une copie scannée à Camille. En copie maman et papa. Objet, puisque vous m'avez oublié, rendons ça officiel. Cor, merci de ne pas essayer de me contacter à ce sujet. Ce n'est pas une menace, c'est une courtoisie. Je n'attendais pas de réponse, et je n'en ai pas eu, mais je sais qu'ils l'ont ouvert. Une semaine plus tard, j'ai vu que Camille s'était désabonnée de mon Instagram. Puis Lucas, puis maman. L'effacement numérique qu'ils avaient autrefois rendu calme et décontracté, je l'ai rendu bruyant et intentionnel, et ça faisait du bien. Pas d'une manière triomphante, à se frapper la poitrine, mais d'une manière calme, ancrée, libératrice. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de me faire tout petit pour rentrer dans leur confort. Maintenant, je me tenais enfin de toute ma hauteur. Plus de jeu. Plus question de se pointer avec une bouteille de vin en espérant être vu. Plus question de faire semblant qu'un SMS de joyeux anniversaire à 23h47 compensait une année de silence. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Le moment final de clôture est arrivé un mardi quelconque de juillet. J'étais au parc en train de lire sur un banc quand une notification est apparue sur mon téléphone. C'était Kyle le photographe. Juste un message avec un lien. Je pensais que tu aimerais ça. J'ai cliqué. C'était un article, une chronique locale d'intérêt humain. Titre, Le fils silencieux qui a fait du bruit. Un album de famille qui a suscité la réflexion. C'était sur la série de photos. La façon dont elle capturait quelque chose de non dit. La façon dont le silence peut être plus fort que les cris. La façon dont être oublié ne signifie pas qu'on est invisible. Il n'y avait pas de nom, mais je savais que c'était à propos de moi. Et quelque part, j'espère qu'ils l'ont lu. J'espère qu'ils ont vu la dernière ligne tirée de l'interview de Kyle. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous montrer, d'être exactement qui vous êtes, et puis de partir. Parce que c'est ce que j'ai fait, et je ne me suis jamais retournée.